Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Alexandre. Salut tout le monde, salut Flo, ravi de vous retrouver pour ce nouveau baromètre. Ouais, comme chaque fois, on vous a prévu un petit programme découpé en 4 morceaux, quelques petits mots en matière de voilà, une tendance qui a retenu notre attention, un point de vue VC, une interview exclusive avec CodeStore dont on avait parlé brièvement la dernière fois. Donc on va avoir l'occasion de rentrer un petit peu plus en détail ce coup-ci. Et on terminera comme d'habitude par quelques mots sur les dernières levées de fonds qui valaient commentaires selon nous. Et dites-nous déjà, pendant qu'on attend que tout le monde se connecte, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? LinkedIn fait des siennes, un peu manifestement dans la connexion. Ouais. Et là, je vois... Ah, je vois que ça se lance. Voilà. Top. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires tout simplement, voilà, d'où vous nous écoutez, ça nous intéresse toujours. Et pareil, si vous avez des questions, des commentaires, des thèmes que vous aimeriez qu'on couvre prochainement, n'hésitez pas à nous le dire. Donc petit Ouais, c'est lag l'occasion au démarrage, mais ça y est, comme l'a souligné Maxime, Ah, c'est parti, c'est voilà. parti. Donc c'est bon, là, on a eu un petit peu de retard à l'allumage avec LinkedIn, mais on y arrive, donc c'est ça le principal. Donc salut Donc on va rentrer Maxime. peut-être dans le vif du sujet, parce qu'on a déjà Ouais, perdu exactement. On va 10 petites démarrer tout de minutes. suite Donc et on va salut à tous, démarrer continuez à vous présenter. Voilà, ouais, exactement et on démarre démarrer avec avec... la première séquence sur l'œil du VC. On voulait revenir sur l'événement InsurTech Insight qui a eu lieu la semaine dernière à Londres et qui est un peu l'événement le plus important en matière d'insurtech en Europe. Ouais, que tu as eu la chance de vivre de l'intérieur cette année. Moi, j'ai malheureusement dû déclarer forfait dernier moment pour, pour un petit souci de santé. Mais tu as joué les enquêteurs sur place, donc ça va être hyper intéressant d'avoir ton retour. Ton retour, donc l'idée, je pense, c'est on voit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens, c'est effervescent sur 2 jours. Donc moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce qu'on a travaillé dans la construction du baromètre, c'était de se focaliser sur 3 insights. Il y avait 3 choses à retenir. Et premièrement, tu vois, moi, c'est tout de suite été ma première question sur les derniers events que j'ai pu faire en France ou ailleurs. En 2025, ça vous étonnera pas, il y avait le mot IA partout, sur tous les stands, même sur les boîtes qui faisaient pas d'IA, elles arrivaient à trouver un subterfuge pour accoler ces deux lettres quelque part. Donc, je voulais savoir si tu avais vu ça également cette année ou un peu moins. Ouais, tu as raison. C'est vrai que l'année dernière, cette tendance-là, elle avait un peu écrasé, j'ai envie de dire, la conférence, puisque il y avait vraiment 100% des boîtes qui se revendiquaient de l'IA. Et cette année, du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était un peu plus pondéré. Alors oui, il y avait beaucoup de startups qui étaient sur la thématique d'IA. Donc oui, il y avait pas mal de stands de startups qui mettaient en avant ce mot-clé-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était quand même un peu plus granulaire. Je dirais que c'était peut-être quoi, un tiers de toutes les startups qui mettaient en avant ce terme-là. Donc ça, c'était quand même... donc ça reste un volume important, hein, mais c'est quand même moins écrasant que l'année dernière. Et puis surtout, je dirais, il y avait, quand on regardait un peu ces startups AI first dans l'assurance, la plupart mettaient en avant le terme d'agent IA. Et donc, il y avait beaucoup de startups qui s'adressaient, je dirais, à 2 catégories d'acteurs de l'assurance, soit les distributeurs, les courtiers, les agents, soit les gestionnaires de sinistres pour automatiser les tâches du quotidien. Donc ça, c'était quand même quelque chose qu'on a beaucoup vu. C'est finalement comment dégager du temps sur les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires néanmoins, pour voilà, dégager du temps positif, du temps avec le client en général, donc plutôt pour la partie conseil quand c'est de la distrib, et puis plutôt sur de l'efficacité opérationnelle quand il s'agit de gestion de sinistre. Mais voilà, ça, c'était quand même un élément à bien garder en tête. Et puis, on avait quand même des startups qui étaient assez jeunes, hein, mine de rien. Toutes ces startups qui mettaient en avant l'IA dans l'assurance étaient plutôt des startups qui avaient peu ou pas levé de fonds, mais qui avaient à l'inverse déjà pas mal de partenariats avec des acteurs de l'assurance. Donc on voyait quand même beaucoup de logos d'assureurs qui étaient mis en avant sur les stands. Et ça, je trouve que ça illustre aussi quelque chose dont on avait parlé précédemment, qui était moi ce que j'appelle carrément un changement de paradigme avec cette vague de technologie autour de l'IA dans l'assurance.
c'est que contrairement aux vagues précédentes où les assureurs avaient plutôt tendance à essayer de créer exclusivement en interne, plutôt à échouer pour plein de raisons, et du coup, 2, 3 ans après, à se retourner vers le marché. Là, on voit que les assureurs tirent un peu de tous les côtés. Évidemment, ils essayent de construire des choses en interne, mais ils s'appuient aussi sur ce genre de start-up qui co-construisent des solutions, des fonctionnalités avec eux, et puis ils travaillent aussi avec des prestataires 100% externalisés qui adressent un point et une valeur ajoutée très spécifique. Et d'ailleurs, toi, c'était ce que tu disais, on s'était parlé précédemment, justement sur l'IA, tu disais, effectivement, ça tire dans tous les sens sans forcément savoir où on va. Tu peux expliciter un peu ta Ouais, vision là-dessus? exactement. C'est comme tu le dis, par rapport à d'autres technologies, je pense que l'assurance a été très volontariste dès le départ sur l'IA. C'est à embrasser la technologie, à tester beaucoup de choses. On en est toujours là, un peu aujourd'hui, hein. J'écoutais sur scène un acteur l'autre jour qui disait qu'ils avaient 50 POC en cours en 2025, qu'ils allaient en rajouter 50 cette année sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est une stratégie assez diffuse au sein de l'entreprise. Donc, il y a cette volonté. Je pense que les assureurs, ils ont conscience qu'il faut y aller. Mmh. Ils ont des ambitions. Ils ont les moyens financiers d'y aller. Aujourd'hui, le défi, c'est d'aller plus loin, c'est l'exécution et passer à l'échelle. Et justement, il y a beaucoup de tests. Je pense que c'est assez normal aussi sur une technologie aussi jeune et aussi bouleversante. Mais aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins avec la nécessité de compter. Et c'est peut-être justement en s'appuyant aussi sur des partenaires, on en reparlera tout à l'heure avec Maxime, mais en revisitant les logiques traditionnelles du make or buy, qui vont parvenir aussi à trouver des solutions. Mais très intéressant, oui, de voir que des startups jeunes arrivent rapidement à collaborer avec des acteurs établis. On dit généralement c'est 18-24 mois pour engager des POC avec des assureurs. Là, on voit que ça va peut-être un peu plus vite. Donc, ça peut être vertueux aussi pour tout l'écosystème, ça, en matière d'innovation. Ouais, et d'ailleurs, en parlant d'écosystème, ça me fait penser à justement une des conférences qui avait été mise en avant pendant justement l'événement. C'était Allianz Direct qui présentait quelques chiffres justement, et tu parlais de partenariat, de collaboration, etc. Ils mettaient en avant des chiffres, donc 4 acquisitions, et on se souvient évidemment de l'acquisition qu'ils avaient faite avec Luco, il y avait IPTQ, etc. Et puis ils mettaient en avant aussi le travail qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils mettent des partenaires stratégiques. Et là, ils mettaient en avant Tuyau dans la gamme des startups. Donc, c'était un exemple parmi tant d'autres, justement, et qui était mis en avant sur scène, de partenariat entre des grands groupes, des startups. Et je trouve que Allianz était, de ce point de vue-là, peut-être l'exemple le plus flagrant, en tout cas sur scène. Il y a d'autres grands groupes, je pense à Zurich, je pense à Generali, je pense à Score, qui se sont succédés sur scène pour présenter un peu leur stratégie, à un moment aussi où, et on en parlait les fois précédentes, ils avaient plutôt tendance à fermer leurs fonds d'investissement corporate, hein, la plupart de ces acteurs-là. On se souvient de Munich Re, qui est le dernier en date à l'avoir annoncé. Et en même temps, voilà, on voit qu'ils continuent à travailler avec des startups. Et dans ce genre d'événement, c'est aussi un bon moment pour essayer de créer des ponts finalement entre des startups qui proposent des solutions et des grands groupes qui en cherchent ou qui en auraient besoin. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi peut-être à une deuxième tendance, parce que dans les 3 tendances, donc il y a l'IA qui en était une claire, il y en a une dont on a déjà un petit peu parlé, qui était la gestion de sinistres, qui pour moi était une autre tendance forte qu'on a vue. Il y avait beaucoup de startups qui se revendiquaient de la gestion de sinistres. Et puis après, il y avait une thématique qui revenait beaucoup, alors peut-être plus dans les tables rondes que dans les startups qui exposaient, mais c'était l'enjeu lié aux risques émergents ou aux nouveaux risques, on appelle ça comme on veut. Et avec ce défi qui se dresse devant les assureurs, hein, qui est un peu une sorte de dilemme. Je crois que c'était le CEO d'AXA qui l'avait posé comme ça. Il avait dit, voilà, les acteurs de l'assurance sont face à un dilemme. Soit ils quittent le marché, c'est la retraite d'une certaine manière, soit ils essayent d'utiliser leur force, hein, donc leur capacité d'investissement, leur connaissance de la modélisation du risque, pour proposer quelque chose de soutenable, et donc en l'occurrence la résilience. Donc c'était retreat ou resilience. C'était le dilemme qu'ils mettaient en avant, et que je trouvais qui était assez intéressant, parce que c'est vraiment cette idée, hein, d'un défi, et on le voyait en échangeant avec les assureurs qui étaient sur place. Tout le monde était bien conscient des enjeux,
et en même temps, pas frileux parce que c'est pas le bon terme, mais précautionneux, je dirais, quand il s'agissait de donner de la capacité pour les couvrir. Donc, gros enjeu et du coup, grosse opportunité peut-être pour les startups que de couvrir en fait ces risques-là. Donc, je sais pas comment tu vois, toi, cette thématique-là. Est-ce que tu la mets dans les gros défis ou tu le vois comme un vrai dilemme ou au contraire, un sujet peut-être plutôt moyen-long terme et donc pas encore tout à fait d'actualité, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'y avait pas tant de startups sur ces thématiques-là. Bah si, on est évidemment dans ce changement. Et bah hier, on en parlera dans un autre baromètre plus tard, mais il y avait Ernix qui organisait un événement à Paris où Mm. plusieurs acteurs se sont succédés sur scène pour dresser un peu un panorama des tendances, des enjeux, des problématiques du moment. Je trouve que c'est intéressant. Il y avait de la prise de hauteur, de la prise de recul. Et le constat, bah, c'est qu'on en était là. C'est à retenir peut-être en une phrase, c'est que l'enjeu, c'est plus simplement d'innover. C'est pas innover pour innover, c'est bah, de trouver, de décider en fait dans un monde aujourd'hui plus incertain qui bouge de tous les côtés, ce que l'on veut continuer à assurer et à quelles conditions. En fait, Mm. on en est là. On parle de ces problématiques d'assurabilité. Euh, c'est plus de la prospective en fait, hein. Même en France, on évoquait l'érosion du littoral, on évoquait euh, l'impact des périls secondaires aujourd'hui, inondations notamment, on évoquait le RGA, c'est 55% du territoire, je rappelle, qui est aujourd'hui concerné. Donc tout ça, bah, ça implique évidemment de muscler les approches à tous les niveaux, et ça rejoint tout ce que tu dis, c'est-à-dire trouver plus de finesse dans la modélisation, trouver plus bah, d'efficacité sur tous les maillons de la chaîne de valeur, trouver de l'efficacité aussi sur le sinistre. Je pense que c'est pour Mm. ça aussi qu'on voit des choses qui bougent au niveau des claims, hein. Les chiffres sont pas surprenants, mais ils piquent toujours les yeux, hein. La facture de l'an dernier est tombée en France, France Assureur, donc c'est 5,2 milliards d'euros. Niels Pedron, début d'année, je rappelle, c'était 1,2 milliard d'euros estimés de factures de biens assurés. On parle d'une augmentation de la sinistralité de quasi 100% à l'horizon 2050. Donc ouais, changement de paradigme, on en est clairement là, je pense. Ouais, et du coup, ça sera intéressant de voir si l'année prochaine, il y aura quand même plus de startups qui se positionneront là-dessus. Et peut-être un petit mot aussi sur la partie invest en elle-même, parce que c'est quand même une question et une discussion qui revient régulièrement pour illustrer un peu la dynamique de cet écosystème-là, hein, au-delà de dire que voilà, l'événement InsurTech Insight, il y avait beaucoup de monde, une vraie dynamique avec beaucoup de porteurs de risques, beaucoup de startups, beaucoup d'investisseurs qui étaient là. Et en fait, quand on regarde les chiffres, nous, on les monitore au quotidien, en fait, les chiffres d'investissement dans l'InsurTech en Europe, on se rend compte que sur à mi-mars, donc sur les 2,5 premiers mois de l'année, il y a eu autant d'argent investi que sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Et donc ça illustre un peu quelque chose dont on avait parlé précédemment avec l'émergence de leaders dans leur catégorie. Donc c'est intéressant de voir que, tu vois, on parle des risques émergents qui est, selon nous, la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. Mais en fait, quand on regarde la première vague, hein, l'InsurTech 1.0, voilà, ça commence à se cristalliser et il y a quelques acteurs qui continuent à lever des fonds significatifs. On en reparlera à la toute fin en revenant sur 2-3 levées de fonds très importantes. Mais, et peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur ce changement de paradigme, on voulait revenir sur la tribune qu'avait écrit le CEO de Lemonade. Alors ça avait fait beaucoup de bruit évidemment, comme à chaque fois qu'il prend la parole, parce qu'il n'y va jamais avec le dos de la cuillère. Il avait écrit une tribune dont vous voyez ici une copie d'écran du titre en l'occurrence, pourquoi les acteurs historiques en fait ne vont pas réussir à nous suivre et à rattraper le retard qu'ils ont pu accumuler sur Lemonade. Et ensuite il y avait toute une tribune qu'on vous invite à lire ou à écouter sur nos différents médias, où justement il expliquait, il détaillait un petit peu comment il voyait l'avance technologique, notamment grâce à l'IA, que Lemonade avait pu prendre. Toi, justement, tu as écrit un long article là-dessus. Est-ce que tu veux, alors peut-être pas tout, Non, on va pas, dire, mais donner on le les mettra à grandes lignes. disposition, mais Ouais. on va donner les grandes lignes évidemment, parce que je pense que au-delà de la polémique, ça fait toujours parler, ça fait toujours des likes quand ça se bagarre un peu Mhm. sur les réseaux et sur LinkedIn, mais derrière cette polémique et
le ton qui peut paraître un peu agressif peut-être, hein, de la part du CEO de Lemonade. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui mérite, par contre, là, d'être creusé. La thèse, en fait, de Schreiber, c'est un peu ce qu'il dit depuis le début, mais là, il Mmh. arrive à la corroborer avec, aujourd'hui, des métriques, des chiffres. C'est en fait que, bah, les legacy historiques, en fait, empêchent, les acteurs, les corporates, d'aller aussi vite qu'un, assureur comme Lemonade qui est parti from scratch avec une base d'IA. Parce que pour lui, l'IA, ça va jouer sur, la productivité, c'est-à-dire qu'on va Mmh. pouvoir, à terme, normalement, générer une croissance continue sans augmenter les effectifs. Ça, c'est ce qu'il arrive un peu à faire aujourd'hui, hein. On le voit dans les rapports de Lemonade, par exemple, en Europe, il y a une toute petite équipe, tout est automatisé et un contrat sur 5 aujourd'hui dans le portefeuille de Lemonade vient de la géographie européenne. Donc on voit que c'est en pilote automatique si on veut. Donc il y a la productivité, il y a les coûts de gestion. On parlait des claims tout à l'heure et de toutes ces boîtes qui travaillent. Ben, en fait, c'est ça l'objectif, c'est de dire que même si on a plus de claims, à un moment donné, si tout est automatisé, ben, il n'y a pas d'augmentation de gestion des coûts. Donc on trouve de la performance à ce niveau-là également. Et le troisième point, qui est, je pense, hyper important et qui vient aussi rappeler ce qu'on disait, c'est que cette approche AI First, AI Native, ça permet in fine de trouver plus de précision pour adresser le risque en agrégeant de la data, en la travaillant très finement depuis le début. Ben, au final, on va développer des modèles qui vont être plus performants. Donc, il y a un triple avantage qui serait généré par cette approche AI First. Alors forcément, le marché des corporates a répliqué, et on le comprend avec des arguments évidemment qui s'entendent, qui disent depuis 10 ans que les monnaies étaient là, ils annonçaient qu'ils allaient renverser la table. Regardez aujourd'hui qui sont les leaders. Mmh. Effectivement, les State Farm, Geico et compagnie, ils sont pas prêts d'être délogés. Les monnaies, il y a certes de la croissance, mais si on prend les courbes, en fait, et la dynamique, les monnaies, sur cette dynamique, rattraperait un Geico, par exemple, en 2070, à l'allure Mmh. actuelle. Donc, ça donne une grosse marge de manœuvre quand même aux historiques qui, eux aussi, et on le disait, bah, ils sont conscients qu'il faut innover et ils sont en train de mettre des choses en place pour innover, donc pour suivre le rythme. Il y a toujours cette question de la rentabilité aussi qui est mise sur le devant de la scène. Donc, c'est un point important. Mais en fait, quand on creuse, on voit qu'il y a deux visions, en fait. On ne parle pas vraiment le même langage. Un acteur comme Lemonade va se baser sur des métriques qui sont différentes, qui sont propres aux plateformes technologiques. On va parler de croissance, de productivité, de coût d'acquisition, d'efficience opérationnelle dans une logique plateforme. Alors que côté assureur, on se réfère à des métriques qui sont tout aussi importantes. Je parle de loss ratio, des ratios combinés, de la rentabilité technique qui sont fondamentales, qui ne sont pas incompatibles, mais voilà, le focus est mis sur deux endroits par chaque camp. En fait, ils ne mesurent pas vraiment la même chose. En fait, au-delà de la polémique, moi, ce qui me semble intéressant, il y a une question fondamentale qui est, en fait, c'est est-ce que la technologie, finalement, elle permet de mieux gérer le risque ou pas? Ah, c'est ça, Mmh. fondamental. Si oui, bah, à terme, ça va créer un énorme avantage concurrentiel massif. C'est le modèle qui va s'imposer et oui, là, on pourra parler de valo, à 5-10 milliards. Sinon et si, on va simplement retomber sur des gains d'efficacité opérationnelle. Donc c'est bien, mais c'est pas, non plus la promesse et c'est pas ça qui va, «disrupter» entre guillemets, le secteur. Donc moi, je vois Lemonade un peu comme un test grandeur nature, ça, de l'approche, AI first, AI native. Toi, quel est ton regard, sur ça, Flo? Ouais, juste avant de partager mon avis, je vois que, Bertrand dans les commentaires partage celui de Simon Torrens, Ouais. donc merci beaucoup d'avoir partagé ça. Mmh. Je vois que tu as même, Bertrand, partagé le lien, une fois que vous nous aurez écoutés, n'hésitez pas à aller lire le Toujours très résumé. intéressant, Simon Torrens, ouais. Ouais, exactement et puis l'idée à nouveau, hein, personne n'a la science infuse, donc l'idée c'est Mmh. plutôt de nourrir la discussion et d'additionner les points de vue, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ce qu'il en dit. Bah, déjà, je dirais que c'est pas une surprise de voir Lemonade revenir
sur cette thématique-là, parce que si on se souvient bien, l'année dernière, à InsurTech Insight, le CEO de Lemonade était sur scène pour l'ouverture, pour la conférence d'ouverture, où justement il avait présenté un peu ce triptyque des bénéfices des startups AI first dans l'assurance comparé aux acteurs historiques. Donc ça, je trouve que c'était voilà, un peu une redite un an après et en version écrite, là où l'année dernière, il l'avait fait à l'oral sur scène. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est finalement une des questions qu'on se pose depuis le début de l'InsurTech. Les premières startups, si on se souvient bien, elles disaient, voilà, on va venir remplacer les acteurs historiques. Je me souviens de certains titres dans la presse de CEO de l'assurance qui se posaient la question de, tiens, qui sera le Uber de l'assurance? Et puis des startups qui arrivaient et qui disaient, ben voilà, on va venir remplacer les courtiers, les agents, etc. Évidemment, 10 ans après, bah, il y a des succès, hein, on en a parlé, ce qu'on appelait les leaders dans leur catégorie qui commencent à émerger. Donc ça, c'est une vraie réalité. Il y a des startups qui ont des chiffres significatifs, qui sont rentables, et donc là, pour durer encore quelques décennies, je dirais. Donc il y a des acteurs qui ont su émerger de ça. Il y a eu aussi beaucoup de casses, mais c'est la dynamique classique de l'innovation et de la dynamique des startups. Rien de vraiment très spécifique à l'InsurTech ici. Pourtant, se pose toujours cette question de voilà, comment la technologie peut aider dans l'assurance et cette question de comment les assureurs peuvent aussi évoluer. Parce que moi, c'est quand même un des enseignements de cette première vague InsurTech 1.0, c'est que d'un côté, donc, il y a des startups qui, il me semble, ont réussi et ont réussi à démontrer leur modèle, leur valeur ajoutée, leur capacité à pérenniser leur positionnement sur la chaîne de valeur. Mais de l'autre côté, on a aussi vu des acteurs de l'assurance qui ont su évoluer. C'est-à-dire que certes, devant des messages, en affichant parfois des messages, comment dire, plutôt récalcitrants à l'évolution, à l'innovation, etc., la réalité, c'est que des acteurs ont aussi développé des canaux de distribution en ligne. Il y a des acteurs qui ont racheté des startups. On l'a montré tout à l'heure avec Allianz Direct qui avait racheté Luco, par exemple. Bon, bah, ça, c'est un exemple de sorte de point d'équilibre, en fait. Le grand groupe rachète une startup parce qu'il y voit de la valeur et en l'occurrence, il continue à utiliser la marque Luco quand il fait de la pub. Donc, il y avait certainement de la valeur dans cette startup-là, peut-être pas celle qui avait été imaginée précédemment, et c'était peut-être une question de prix aussi. Mais il n'empêche, aujourd'hui, Allianz Direct continue à utiliser massivement la marque Luco quand ils font de la pub sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Donc ça, c'est un exemple. Je pense à Malakoff aussi en France, qui a fait des acquisitions dans des insurtech pour essayer d'avoir des canaux de distribution en ligne, qui lance aussi son réseau de courtiers, d'agents, etc. Donc, qui démultiplie finalement les initiatives. Et c'est ça que je trouve intéressant dans leur modèle, en l'occurrence, et je trouve que c'est un exemple particulièrement percutant, c'est cette idée de dire, bah voilà, on teste pas mal de choses, on évolue, notre modèle évolue, et ça, je pense que c'est aussi un des enseignements de l'insurtech en elle-même, même si c'est pas toujours fait avec des startups, même si c'est pas toujours fait avec des startups qui sont hyper visibles dans les journaux, etc. Mais c'est quand même une conséquence où ils arrivent à se, comment dire, à intégrer de la technologie, à digitaliser tout ou partie, parce qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ils font face à 3 défis. Le premier, c'est la croissance. Comment continuer à croître dans un monde où l'inflation a plutôt eu tendance à se calmer ces derniers mois et où les prix ont tellement augmenté ces dernières années qu'il y a cette question de jusqu'où on peut les faire monter pour le client final. La réponse est loin d'être évidente. Donc, comment on fait pour grossir là-dedans, dans cet écosystème-là? Une des réponses semble le M&A. Hein. On a vu pas mal de rachats annoncés entre grands groupes ces derniers temps. L'autre enjeu, tu en as parlé, c'est l'efficacité opérationnelle. Et là, on voit bien comment les agents IA permettent de faire mieux avec moins, en fait, grâce à la technologie et grâce à cette capacité qu'a l'IA d'augmenter finalement les employés dans leurs tâches quotidiennes. Et puis, il y a le défi des nouveaux risques qui demandent de penser un peu différemment. Et nous, on a cette conviction-là et on voit de plus en plus de startups, hein, des tech-enabled MGA, qui utilisent la donnée et les algorithmes pour essayer de venir faire des propositions peut-être plus précises sur certaines verticales métiers, certaines niches, comme diraient d'autres. Donc voilà, il y a quand même ces défis-là. Et est-ce que les startups IA First, c'est la réponse à tout? Pas forcément. Est-ce que les acteurs est-ce que tous les acteurs ne vont pas rattraper leur retard? Parce que c'est ça le titre de la tribune. J'en suis pas sûr. Et à nouveau, j'ai essayé d'illustrer des exemples de grands groupes qui ont su
évolué ces 10 dernières années. Donc voilà, moi j'adopterais une approche un peu plus équilibrée que j'illustre souvent avec la fameuse courbe de Gartner, hein, où il y a une sorte de phase d'euphorie générale, une phase de désillusion totale où il n'y a rien qui va, rien qui est correct dans l'écosystème et dans la technologie et dans l'innovation. Et puis en fait, on atteint une sorte d'équilibre un peu plus médian, je dirais, où il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et je pense que c'est plutôt une approche comme ça qu'il faut avoir en tête quand on regarde ce genre de sujet. Petite précision, ça m'a fait penser à ça. Tu disais l'an dernier, Schreiber était là sur scène, il tenait sensiblement le même discours. Là, je viens de regarder l'évolution, juste à titre indicatif, de l'évolution du cours en bourse de Lemonade sur un an. Sur un an, là, je regarde, on est à plus 95% quand même. Donc, Oui. On partage nos avis. Le marché aussi a un avis. En ce moment, il est plutôt positif à l'égard de Lemonade, qui effectivement, comme un Alan en France ou un Achille également, est en train de montrer une vraie dynamique positive d'un point de vue financier aussi. On n'est pas encore à un stade de rentabilité, mais on voit qu'on est sur la bonne voie et que c'est plus fondamentalement le sujet, en fait. J'ai l'impression. Ouais, exactement. Et peut-être pour rebondir et faire la transition avec la partie 3 qui était l'entreprise à suivre, tu as parlé tout à l'heure de l'enjeu du legacy qui était mis en avant justement dans l'article de Lemonade où il se disait, voilà, un des gros sujets, c'est comment les acteurs en place peuvent évoluer technologiquement parce qu'ils ont voilà, une dette, on peut l'utiliser comme ça, hein, une dette informatique. Et la dernière fois, si vous vous en souvenez bien, on avait présenté une startup qui s'appelait, enfin une société, pas une startup, une société qui s'appelait CodeStore et qui proposait ce qu'on avait appelé une troisième voie. Je crois que vous aviez bien aimé cette terminologie et ce chemin. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Maxime, qui est le CEO. Hop, on va le mettre dans le bon ordre. Salut Maxime. Bonjour. Top, merci d'être avec nous. Donc, tu es le CEO de CodeStore. Et Yes. est-ce que d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà dans l'audience, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter avant de présenter CodeStore, mais juste sur toi, voilà un peu ton parcours avant d'arriver CEO et fondateur de CodeStore? Écoute, ouais, j'étais développeur depuis l'âge de 10 ans, donc un vrai geek tombé dedans, comme beaucoup de monde d'ailleurs de mon âge, on a vu cette vague arriver. Et puis, j'étais dev pendant très longtemps sur plein de sujets, de la 3D, des télécoms. Et puis, j'ai créé en 2008 une autre société où on faisait des applications métiers sur mesure, des grosses applications pour pas forcément dans le monde de l'assurance d'ailleurs, c'était on bossait avec Saint-Gobain, LVMH. Et puis, quand on a atteint 500, presque 500 personnes, en 2018, j'ai vendu ça au groupe Smile, qui est un gros intégrateur. Et puis, après avoir réfléchi quand même 2-3 ans sur quoi faire d'autre après, on a eu l'idée avec mes cofondateurs de créer CodeStore sur un principe assez intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous présenter brièvement CodeStore? On affiche ici, ça c'est la screenshot du site internet. Voilà, tu il est horrible, on va le de changer. low code. Ouais, il est horrible, on va le changer, mais parce qu'il date de la création de la boîte, il faut vraiment qu'on change ça. Donc c'est 2021, CodeStore. En fait, la thèse était la suivante, c'est-à-dire qu'on s'est dit que le coût de fabrication du logiciel allait baisser dans les 10 ans à venir. On a eu raison, c'était avant ChatGPT d'ailleurs, on s'était posé cette question, donc on avait doublement raison. Et quels sont les impacts pour le domaine du service, globalement? Quels sont les impacts? Parce que c'est une boîte de service, on fait du logiciel métier sur mesure pour d'autres. En fait, il y a plein de choses qui changent. Je pense que si quelque chose devient une commodité, comme est en train de devenir le logiciel, ça change pas mal la donne sur l'achat, la vente, la fabrication de ce logiciel et leur quantité. Donc, première prédiction qu'on s'était dit à l'époque, c'est de dire que si le coût du logiciel baisse beaucoup, forcément, il y en aura beaucoup plus. Donc, les gens seront plus enclins à en fabriquer, par exemple, en interne ou à avoir son propre logiciel, quoi. Donc, ça, c'était vraiment la thèse de la boîte. Le coût du logiciel baisse. Comment on sert le marché avec ça? Et entre-temps, il y a ChatGPT, comme tu dis, qui est arrivé, l'IA générative. L'IA qui est arrivé sur le software et qui a complètement chamboulé tout. Et nous, on a pris cette vague dès le départ
en se disant, écoute, si on arrive à fabriquer du logiciel très vite et que les coûts de maintenance baissent, parce que il y a l'IA, il y a les plateformes de code, il y a les nouvelles façons de développer, donc on peut maintenir des logiciels sur du cloud, sur des plateformes type low-code, type Xano, dernière génération, ou de l'IA simple. Le coût de maintenance baisse aussi, le coût de fabrication aussi. On peut remplacer des SaaS coûteux. Ça, notre thèse principale, elle est double, c'est dire, vous avez un Salesforce qui vous coûte très cher, 200, 300, 400 000 euros par an ou plus, on vous remplace le périmètre. On ne va pas remplacer, on ne va pas recréer Salesforce. Ce n'est pas ça du tout. Mais simplement, on va pouvoir redévelopper le périmètre exact de ce Salesforce-là ou de ce Microsoft Dynamics ou ce Accurate ou whatever. On peut le redévelopper from scratch dans l'environnement du client, avec ses données, souverain, sur un cloud souverain ou sur un cloud public, mais maîtrisé par l'assureur. Et ça, c'est un énorme gain de productivité parce que beaucoup plus flexible, beaucoup plus différenciant par rapport au marché. Et ça, c'est le premier élément. Donc, remplacer des SaaS qui coûtent cher ou ne pas les acheter. Et le deuxième test de la boîte, c'est de dire finalement le legacy qu'on avait, le patchwork qu'on ne voulait pas trop toucher, le COBOL, le DB2, le PLSQL, les trucs que personne ne voulait le toucher ou migrer parce que trop coûteux, trop dangereux, trop risqué, aujourd'hui on peut le faire. Et on peut le faire à des échelles de temps et de coûts qui ont été divisés par 10. Et ça change tout. Ouais, tu nous donnes un exemple concret parce qu'on voit que c'est du langage technique. Mais aujourd'hui, et c'est ce qu'on essayait de dire aussi, c'est que l'innovation, la transformation autour de l'IA, c'est plus un sujet seulement technologique. C'est un sujet qui va toucher toutes les couches, impliquer toutes les couches de l'entreprise. Donc, il y a d'autres divisions, les directions aussi qui sont impliquées là-dedans. Donc, pour qu'elles se projettent, est-ce que tu peux nous donner Je donne un exemple d'un grand acteur de l'assistance mondiale. Donc, je ne vais pas le citer, mais c'est un grand acteur, le leader du marché, je pense. Et ils ont un souci, c'est qu'ils avaient beaucoup de logiciels différents parce qu'ils ont beaucoup cru par M&A. Donc, ils avaient beaucoup de logiciels legacy qui étaient éparpillés partout dans le monde, plus de 30 pays. Et puis, quelques logiciels cœur basés sur du Microsoft Dynamics ou du Salesforce, et que le run de l'ensemble coûtait plusieurs millions d'euros par an. Rien qu'en coût de licence, c'est au moins 1 million d'euros par an chez Salesforce, par exemple. Et plutôt que de faire tout basculer, la première idée de tout le monde chez eux, ça a été de basculer sur du Salesforce ou sur du Dynamics, qui sont un peu les standards du marché. Mais on leur a dit, attendez, il y a une troisième voie. Et ils ne voulaient pas entendre parler du build sur mesure au départ, parce qu'ils venaient de le faire sur la partie assistance côté roadside, c'est-à-dire qu'on appelle voiture, et ça a pris un temps fou, ça a été un projet extrêmement laborieux, qui leur a coûté beaucoup d'argent et qui a été difficile à prendre. Mais c'était fait avant l'ère de l'IA, mais surtout aussi avant les méthodes Code Store qu'on essaie d'implémenter maintenant chez les assureurs, qui sont assez innovantes, on en parlera peut-être. Et bien, donc on aura lancé sur cette troisième voie, dire on vous co-construit avec vous ce logiciel from scratch, mais on vous forme vos équipes, on vous transfère le ownership à la fin, on ne va pas vous saigner en TMA, en maintenance, en coût, tout, on vous rend les clés, vous êtes autonome chez vous, et surtout c'est un logiciel qui va être conçu sans aucune limite des plateformes génériques, conçu sur mesure, co-créé avec les opérateurs. C'est donc l'UX, les boutons, les positionnements de chaque élément est vraiment pensé pour l'efficience opérationnelle maximum. Et surtout, l'IA est partout. Et l'IA est partout, non pas celle de l'éditeur, qui vous fourgue son modèle, son système, mais à chaque fois adapté, modifié. Donc, on a des modèles différents qui vont intervenir à différents moments du workflow d'assistance. On va analyser des documents, un autre modèle va analyser les contrats, un autre va analyser les factures et on va choisir le best of breed. Tout, bout en bout. Et donc, pour ceux qui connaissent ces grands projets très complexes, multi-pays, plusieurs milliers d'utilisateurs internes, H24, des millions d'euros qui passent par la plateforme, des données médicales de santé, des règles de GDPR différentes, plaques différentes. Donc, pour ceux qui connaissent la fabrication de logiciels, c'est extrêmement complexe. Ça a été bout en bout fait en 12 mois. Ce qui peut sembler encore assez long, mais c'est un gain gigantesque. C'est un ERP complet, bout en bout, réalisé en 12 mois et déployé, c'est assez unique. Et on est en train de continuer à le faire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui sont peut-être à plus petite échelle. Vous parlez tout à l'heure, à l'instant, est-ce que les startups vont-ils battre les
les vieilles boîtes d'assurance ou l'inverse. Moi, je pense que l'IA a vachement rabattu les cartes. C'est-à-dire que les startups ont beaucoup investi dans leurs apps, l'UX, la simplicité, la conception. Mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi d'avoir l'app Alan ou l'app, par exemple, Lemonade, si je peux communiquer par mail et si en face de moi, toutes les transactions sont gérées par des agents et que je peux tout gérer par un chatbot ou le mail. En fait, les cartes sont rabattues. Parce que même si des systèmes legacy existent encore, on peut greffer par-dessus des agents IA qui vont aller analyser, trier les emails, éventuellement remplir les vieux champs du vieux COBOL ou du vieux champ des fichiers de batch, etc. Mais globalement, l'expérience du point de vue de l'utilisateur, du risque, c'est la même. Donc, je serais plus dubitatif sur la puissance des startups face aux géants de l'assurance. Et d'ailleurs, en parlant d'IA, un des défis auxquels doivent faire face tous les acteurs, mais en particulier les acteurs de l'assurance quand il s'agit de projets liés à l'IA, c'est le passage à l'échelle. Et en préparant évidemment cet échange, tu nous as beaucoup parlé de ce défi-là que tu rencontres justement avec tes différents clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment CodeStore aide de ce point de vue-là, voilà, le passage à l'échelle, notamment dans le contexte d'IA, mais plus largement dans les sujets informatiques? Il y a deux trucs qui ne marchent pas. Il y a deux trucs qui ne marchent pas, c'est de lancer des POC. J'ai entendu 50 POC. Bon, ce n'est pas la bonne approche. Je pense que les POC, c'est une erreur. On commence je n'ai pas donné de nom. Hein? Non, pas de nom. Je n'ai pas donné de nom. Je ne donne pas de nom, mais je dis que les POC, pourquoi c'est une erreur? Parce que le POC marche toujours et la difficulté de l'IA n'est pas le POC. On sait que fabriquer lire un email, générer un email, analyser un contrat, ça marche toujours en POC. Ce qui ne marche pas, c'est l'après. Et la deuxième erreur, c'est de dire bon, on a donné Copilot à toute la boîte, à 4000 personnes, c'est bon, case coché, l'IA a été implémentée dans la boîte. Et puis, il n'y a pas de productivité, bon, ça ne marche pas non plus. Nous, ce qu'on voit dans nos projets, c'est laborieux, c'est pas aussi rapide qu'un POC, et par contre, ça va en prod et c'est un taux de succès très important si on y travaille et si on passe du temps à configurer. Le LLM tout seul, le modèle tout seul n'est pas suffisant. Ce qui va avoir de la valeur, c'est tout le workflow autour d'un seul agent qui fait plein de trucs, ça ne marche pas non plus. Nous, on voit par exemple des choses qui sont très simples. C'est analyser les termes d'un contrat et répondre si oui ou non un tel risque est couvert sur des contrats B2B. Mais c'est plusieurs passages sur le contrat, c'est plusieurs analyses, c'est plusieurs agents qui se contrôlent avec par exemple des prompt systems qui font 800 000 lignes parfois. Ça marche. Analyser la véracité de documents sans erreur. Trouver des erreurs dans des documents notariaux par exemple. Pareil, c'est des agents qui se contrôlent avec du LLM et pas du LLM, du Fuzzy Search, etc. Donc, et on va travailler, non pas plutôt que de faire un POC, on va prendre un use case. Et par contre, on va le mettre tout de suite à l'échelle. L'objectif de notre projet, ça ne va pas être tester que le triage email fonctionne sur quelques centaines d'emails. Non, c'est intégrer un use case de triage email avec téléchargement de la pièce et remplissage d'un système ERP, par exemple. Mais que ça fonctionne dans 100% des cas. C'est, par exemple, vérifier que les notes médicales, comparées à la facture de l'hôpital, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et qu'on trouve, on est supérieur à 30% à un humain, par exemple, à un expert humain qui ferait la même vérification. Mais donc, ça demande par contre du travail. Donc, moi, je conseillerais de faire un use case qui apporte vraiment beaucoup de valeur en termes de gain de temps, de gain d'efficacité, et aller jusqu'au bout en production tant qu'on n'a pas réussi à aller en production avec un taux de succès, c'est-à-dire un taux d'hallucination suffisamment bas, on n'arrête pas de travailler. Et ensuite, on passe à autre chose. Plutôt que de lancer 150 POC, qui sont tous plus ou moins verts, on va tous faire des jolis slides au comité de direction en disant « Regardez, c'est génial », et puis après, il ne se passera rien. Ou très lentement. Donc, moi, je dirais l'inverse, c'est de prendre du logiciel, les parcours existants. Là, on perd du temps sur l'éligibilité, les contrats, etc. Et travailler ce use case. Ouais, ce faisant, et je pense que c'est très intéressant parce que ça permet de lever certaines barrières. Les barrières sur la peur des chantiers, déjà, que ce soit Legacy et IA, sur l'accessibilité, parce qu'on le voit, ce sont des sujets techniques, donc avoir un accompagnement. Et je pense que c'est ça aussi que vous proposez. Cibler des choses précises, voilà, où
on va aller au bout du truc et on va montrer quels sont les gains sur le papier et on va pouvoir toucher ces gains. Ça va être très tangible. Absolument. Alors, il y a des choses simples, comme intégrer de l'IA, par exemple, refaire des applications métiers, mais il ne faut pas sous-estimer le legacy, même si ça peut être, alors on ne prend peut-être pas tout de suite le gros mainframe chez un énorme assureur où il y a des millions de contrats depuis 50 ans qui sont stockés. Mais par contre, c'est des choses qui sont aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui, là, il y a 3 mois, n'était pas vrai il y a 1 an. Mais par exemple, aujourd'hui déjà, on est capable de transformer, de rétrodocumenter par exemple du COBOL ou du PLSQL de manière exhaustive et complète. Donc un vieux logiciel qui traîne depuis 20 ans, 30 ans, on est capable de ressavoir ce qu'il y a dedans, comment il fonctionne, les règles de gestion, les parcours utilisateurs, tout ce qu'il traite. On peut le réexpliquer pour ensuite refabriquer un logiciel à partir de zéro avec de l'aide de l'IA. Et le processus bout en bout de migration d'un vieux truc qu'on ne sait pas comment il marche à un logiciel qui marche sur une stack moderne, maintenant, ça prend quelques mois et pas quelques années. Et c'est quelque chose qui est devenu vrai seulement depuis quelques mois. C'est ça la difficulté de mon métier, c'est qu'on parle à des gens qui ont peut-être testé l'IA il y a 2 ans et qui disent que ça ne marche pas. Alors que l'IA d'il y a 3 mois n'est plus du tout la même la vitesse de l'innovation est telle qu'il est très difficile d'avoir un discours audible. Donc, on passe beaucoup, nous, par des petits chantiers d'abord pour démontrer la réalité, pour que les gens ne croient pas sur parole. Et ça fait aussi écho, et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est cette idée de cas d'usage assez précis, parce que ça permet aussi de démontrer le ROI, et puis ça répond à une problématique qu'on entend beaucoup dans les grands groupes aujourd'hui, qui est cette capacité justement à mesurer l'impact et avoir un impact significatif. Et effectivement, quand tu es sur des actes de gestion que tu arrives à automatiser, etc., en fait, c'est tellement important en nombre au quotidien pour tous ces acteurs-là, que l'impact derrière, il est facile à mesurer et il est significatif. Et donc, c'est aussi cette idée de pas forcément faire le grand soir où je change tout du jour au lendemain, mais plutôt je viens avoir un impact très important sur de la volumétrie, en fait. Et les exemples que tu as pris. Un exemple, parce qu'on parle beaucoup d'actes de gestion, traitement documentaire, parce Ouais. que tout le monde, ça parle à tout le monde. Mais il y a un truc qu'on oublie beaucoup. C'est, par exemple, comment on pilote la boîte. Un cas encore, un assureur, il dit moi, je ne sais pas mes forces de vente, où est-ce que je dois comment je dois les optimiser. Les comptes rendus d'activité, je ne les ai pas. S'ils remplissent mal leur CRM, si ce n'est pas précis, entre les itinérants, ceux qui organisent des comités de présentation dans des boîtes, ceux qui font de l'appel sortant, ceux qui répondent à de l'entrant, où est-ce que je dois investir? Sur quelle région? Sur quelle offre? Sur quelle typologie? Sur quel ICP? Sur quel Ideal Customer Profile? Sur quel profil de mon customer je dois investir? Et c'est des réponses qu'on n'a pas dans les boîtes aujourd'hui. Dans certaines, on a. Mais par exemple, mettre en place des comptes rendus d'activité automatisés, en regardant les mails, en regardant les calendriers, en regardant les notes de frais, par exemple, de déplacement, en mettant bout en bout tout ça, on est capable de reconstituer complètement le temps passé par les gens sur différentes activités. Et donner aux dirigeants une espèce de playbook en disant tiens, à partir du mois prochain, tu devrais peut-être organiser beaucoup plus de rencontres physiques, d'événements à Marseille, dans la région PACA, versus du cold call. C'est des choses qui sont aujourd'hui, dans beaucoup de cas, difficiles à tracer. Et ça me fait penser aussi à un sujet, parce qu'on parle d'époque, des expérimentations qui vont un peu dans tous les sens. Il y a un sujet qui était longtemps sous-estimé et là que j'entends émerger, c'est celui du coût de l'empilement des solutions. Parce que si chaque division va prendre 1, 2, 3 logiciels, ah ouais, peut-être qu'ils sont super. Peut-être qu'on trouve des gains d'efficacité et d'efficience au quotidien. Mais in fine, la facture à la fin de l'année qui est envoyée à la direction, on peut peut-être perdre de l'argent au final. Alors que fabriquer sur mesure, aujourd'hui, ça peut faire peur, mais c'est tellement plus simple. Vous créez un asset. Donc, la valorisation de la boîte avec de l'asset technologique qui n'est plus une dépense OPEX, mais un CAPEX avec investissement, ça a de la valeur. 2, vous pouvez enfin vous différencier de la concurrence. Si vous avez tous les mêmes parcours, tous les mêmes outils de gestion, vous avez la même efficience. Donc, gagner en points d'EBITDA, en bas de bilan, parce que vous êtes plus efficient, ce sera difficile parce que vous payez la même taxe que tout le monde. Et puis,
Et puis les logiciels, aujourd'hui, fabriquer du logiciel qui sont complexes par des règles de gestion, mais finalement ils sont complexes par la quantité de règles, mais pas par la complexité algorithmique. C'est pas de la 3D, c'est pas des maths, ça reste simple. Il y a juste beaucoup de choses, énormément de choses, mais ça reste simple, in fine. C'est quelque chose que l'IA tacle très très bien. Et par contre, il faut changer la manière de fabriquer le logiciel. Ça, les développeurs, tu leur donnes un code, on a remarqué ça au départ, ce qu'on a fait, on a dit, tiens, prends l'IA, tout le monde a l'IA, il est 20% plus rapide. Tu changes la manière de concevoir le logiciel dès le début, c'est-à-dire comment tu parles aux utilisateurs, comment tu fais l'UX, comment tu fais les interfaces, comment tu découpes le logiciel en petits morceaux, comment tu structures ta base et comment tu déploies, et si tu changes ton pipeline de développement et la mentalité des développeurs, les accélérations sont des ordres de magnitude plus importantes que simplement un cloud code avec un développeur. Ce qui nous fait, je pense, un teasing parfait, puisqu'on aura la chance de reparler de CodeStore dans le baromètre du mois de juin avec justement un cas client. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il se trouve que vous organisez une grande conférence le 2 juillet, justement pour venir en apprendre plus sur les technologies que vous mettez en place, les résultats chez vos différents clients, etc., que ce soit dans l'assurance ou dans d'autres industries d'ailleurs. Donc, celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou en replay, pourront s'inscrire sur l'événement. On vous mettra le lien de toute manière dans les commentaires. De l'IA, mais que des cas concrets. C'est-à-dire que en production, déjà, pas de POC, on ne parlera pas de POC, on ne parlera pas de prospectif, on dit voilà, l'IA est utilisée ici, avant, après, ce qui a été fait, quel use case. Alors, ce n'est pas des trucs absolument mirifiques, c'est des trucs très concrets, mais qui résolvent des vrais problèmes à très grande échelle et avec un taux de succès au-dessus de 90%. Bon, si avec un chiffre comme ça, vous n'êtes pas convaincu de rejoindre la conférence le 2 juillet, écoutez, on vous en fera de toute manière un petit résumé un tout petit peu autour lors d'un prochain baromètre. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir pris le temps de détailler ces enjeux, cette fameuse troisième voie qu'on avait commencé à teaser la dernière fois. C'était très cool. Et donc, à très bientôt pour un cas client et des chiffres aussi que tu pourras nous partager prochainement. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. Ciao. Salut. Et donc, je propose de finir peut-être sur, on réinverse les fenêtres, un petit mot peut-être sur les levées de fonds qu'on voulait évoquer rapidement. La première peut-être, c'est Alan qui faisait une annonce et puis tu étais au 10 ans, je crois. Ouais, j'étais au 10 ans, évidemment, avec l'annonce de la levée, un petit retour, un gros retour sur les 10 ans, tout ce qui a été fait. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces points de passage. C'est symbolique, certes, mais c'est un temps assez long, quand même, 10 ans, qui permet de voir toutes les avancées qui, quoi qu'on en dise, sont assez spectaculaires à plusieurs égards. Et donc l'arrivée de Kylian Mbappé aussi en tant que partenaire, arrivé au capital aussi. Donc ça, c'est un joli coup aussi parce que ça crée de la résonance. On a vu, on en a parlé dans des médias, évidemment bien au-delà du cercle de l'assurance, les médias économiques, les médias sportifs. Donc ça montre aussi la capacité aujourd'hui d'Alan d'attirer une figure qui est fédératrice et sur un public très, 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 très vaste. Donc, ça montre leur puissance de frappe qui est la leur aujourd'hui. Et donc, pour rappel, Alan a levé 100 millions. 100 millions, levé dit opportuniste, sur une valo à 5 milliards. Aujourd'hui, c'est l'insurtech européenne la mieux valorisée, tout simplement. 5 milliards, dans la foulée de la publication de chiffres qui étaient attendus, mais avec un point important, c'était la rentabilité opérationnelle sur le modèle en France. Donc ça fait écho à ce qu'on disait sur les monnaies. Aujourd'hui, pendant des années, les pertes étaient pointées de manière continue. Aujourd'hui, passe au vert. Les questions sont différentes, je pense. Et la perception de l'écosystème aussi est différente par rapport à ces acteurs. Et je pense que c'est bien pour tout le monde. Ouais, et ça fait partie un peu des leaders justement dans leur catégorie, parce que finalement, il y a deux manières de mesurer ces leaders de catégorie. La première, c'est les levées de fonds, et à nouveau, cette levée de fonds de 100 millions d'euros qui intervient
pas si longtemps après une précédente d'un montant aussi très significatif, montre que voilà, les investisseurs continuent à soutenir le projet et la startup. Donc ça, c'est la première manière de mesurer ça. Et puis la deuxième manière de mesurer les leaders dans leur catégorie, c'est la taille et la pérennité du modèle. Donc la taille, c'est avoir des centaines de milliers de clients, parfois un peu plus. 1,1 million. Ouais, voilà, un peu plus d'un million. 1,1 million. Et puis la notion de rentabilité aussi, puisque quand on est rentable par définition, on a un peu moins de pression justement de l'autre côté sur la partie levée de fonds, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi ce genre d'acteurs et peut-être, et toujours dans la catégorie des leaders de leur verticale, il y avait l'acier sur l'assurance chien-chat, pareil, qui annonçait plus de 70 millions d'euros levés. Donc c'est toujours cette même dynamique en disant, voilà, les investisseurs, là en l'occurrence historiques, remettent au pot pour continuer à soutenir le développement de la startup parce qu'ils y croient et peut-être, en tout cas, une des tendances qu'on prédisait, ou en tout cas que je prédisais depuis quelque temps, qui était la consolidation entre startups, notamment dans l'assurance chien-chat, on peut imaginer que la levée de fonds permettra ce genre de choses. Alors, je ne sais pas du tout si c'est leur plan, mais... Ouais, mais on imagine, oui, je te rejoins, à 70 millions, ce ne sera pas pour investir en pub Google uniquement, je pense, et faire de l'acquisition, donc client, je pense qu'il y aura de l'acquisition. Potentiellement d'autres boîtes de la verticale, en fait. Exactement. Et puis peut-être un dernier mot, parce que c'est aussi, c'était en France, c'était Santexpat qui faisait une levée significative. Je crois que tu l'avais couverte, toi, Alexandre? Bah ouais, Santexpat qu'on a plaisir à suivre depuis les débuts, qui a grandi assez discrètement, c'est tout à leur honneur, quoi, étape par étape. Et là, ils annoncent une levée de 26 millions. Donc c'est significatif. Et parmi ces 26 millions, il y a plus de 10 millions qui ont été injectés directement pour du M&A, justement. Ils ont acheté des courtiers spécialistes de l'assurance internationale, un qui est plus spécialisé sur la zone Moyen-Orient, l'autre sur la zone États-Unis. Donc, il y a une volonté aujourd'hui, clairement, de grossir, justement, d'élargir les horizons, et ça passe par des acquisitions. Et c'est un cas typique, on en parle, je pense, assez souvent dans les baromètres, mais sur ces verticales, que ce soit assurance chien-chat, peut-être cyber, peut-être l'assurance santé internationale. On est dans un momentum où je pense que justement les consolidations vont s'accélérer. On va peut-être voir des champions à l'échelle de régions géographiques, Europe de l'Ouest, peut-être Europe, qui vont émerger dans les mois à venir. Exactement. Et du coup, ça nous fera sûrement de bons agendas et de bons sujets à discuter dans les prochains baromètres, parce que malheureusement, le temps a filé comme d'habitude. Il est déjà 14h et on va vous, non pas rendre votre liberté, mais vous permettre de remettre à votre bureau. Merci aux uns et aux autres de nous avoir suivis et écoutés. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver le replay sur LinkedIn et puis dans les prochains jours sur ton YouTube aussi, Alexandre. Et puis, on se retrouve évidemment dans un mois pour reparcourir des nouveaux sujets, des nouvelles tendances, reparler de startups qui émergent ou qui se consolident au contraire. Donc, c'était top. Merci aussi à Maxime d'avoir pris du temps pour présenter CodeStore tout à l'heure. Voilà, merci Alexandre et à bientôt. Du coup. Merci à toutes et tous. Merci de votre fidélité. Nous, on prend beaucoup de plaisir, je crois, Flo, à faire ce baromètre, à le préparer, à l'animer tous les mois. Donc, on espère que ça vous apporte surtout de la valeur pour vos veilles, pour votre quotidien de professionnel de l'assurance. Donc voilà, n'hésitez pas, comme on disait, à nous faire des retours, à nous suggérer des thèmes que vous aimeriez voir développer. Et on se donne rendez-vous dès le mois prochain. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à bientôt du coup. Salut. Ciao.